Donc on verra tout à l'heure. Ici, j'ai le bord là, et là-bas, je vais jusque ici à peu près. Ok. Bord max. Ah, en fait, j'ai le bord carrément ici. Ouais, ici, je peux aller, je vois le bord. D'accord. Donc c'est très bien. On va prendre la marge et ça ira très très bien. Ok. Donc on avait fait les questions 1. Je vous avais expliqué rapidement la question 2. Il y a un sens qui passe bien, je vais la refaire très rapidement cette question 2, mais il y avait un sens qui passe très très bien, c'est si je fais le sens direct. Euh, oui. Non, je sais plus, enfin c'est pas grave, on va reprendre. Si je veux montrer l'inclusion qui est là, je vais dire soit... Alors, X appartenant à A union B bar, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire hier. Être dans une adhérence, ça veut dire que il existe une suite Xn appartenant à A union B, avec Xn qui tend, quand n tend vers plus l'infini vers X. Oui. Oui, rentre. Donc, j'ai envie de mettre pour tout... Alors, il existe Xn pour tout n. Enfin, j'aurais pu mettre pour tout n appartenant à grand N. Et donc, pour tout n appartenant à grand N, puissante magie, Xn appartient à A. Et Xn tend quand n tend vers plus l'infini vers X. Donc, X est forcément dans A bar. Non, si Xn est dans A union B. Non, c'est le cas où c'est compliqué, justement. Attendez. Non, c'est le cas où c'est compliqué, je vais trop vite. Non, c'est pas vrai, il est pas tout le temps dans A. C'est là où je vais beaucoup trop vite. Excusez-moi. C'est ce sens-là qui est le sens compliqué, pardon. Oui, c'est l'autre sens qui est le sens simple. Bon, je commence par le sens compliqué. Je sais qu'il existe une suite Xn qui appartient à A union B avec Xn qui tend vers X. Le problème, c'est que je peux pas aller dire que c'est justement... Bah, regardez, je réécris... Enfin, si je fais CTRL Z, je peux réécrire la phrase que j'ai écrite qui est fausse. Justement, je vais beaucoup trop vite, excusez-moi, mais au moins ça va permettre de voir ce qui se passe. Bah, ceci est pas vrai. Je peux pas dire pour tout n, Xn il est dans A, parce qu'il y a certains rangs. À certains rangs, peut-être qu'il est dans B plutôt. J'en sais rien. Je ne peux pas savoir s'il est dans A ou s'il est dans B à un rang donné. Si j'avais ce genre de propriété, je pourrais conclure que le X de limite est dans A bar. Mais ce genre de propriété, je ne peux pas l'écrire. Du coup, c'est pour ça qu'hier, je vous ai expliqué qu'on va juste dire que... Alors, je vais appeler N1. Alors, donc ça, c'est faux. Hein. Je vais dire soit N1, qui est l'ensemble des n appartenant à grand N tels que ma suite Xn est dans A, l'ensemble N2 qui est l'ensemble des n appartenant à grand N tels que Xn est dans B. Alors attention, c'est pas une partition de n ça, parce que si on est dans A inter B, et s'il y a une partie commune à A inter B, l'indice n il est compté des deux côtés. Par contre, on a clairement que grand N, c'est N1 union N2. Ça, c'est sûr et certain que j'ai tous les grands N quand je suis soit dans A, soit dans B. Et grand N est infini. Et de cardinal infini. Donc, soit N1, soit N2. Ou en fait potentiellement les deux, mais ça je peux absolument pas le garantir que les deux sont infinis. Donc soit N1, soit N2 est infini. Alors, je fais la disjonction de cas du coup, mais ça va faire la même chose. Si N1 est infini, je peux dire que je vais pouvoir construire une fonction phi qui va de n. Pour une fois, elle ne va pas aller de n dans n. Elle va aller de n dans l'ensemble n1 qui est strictement croissante. Et dans ce cas-là, bah, ce que je vais pouvoir dire, c'est que x phi de n
Bah, comme xn tendait vers x, il n'y a pas le choix. Si une suite tend déjà vers x, la sous-suite, elle tend aussi forcément vers x. Et du coup, dans ce cas-là, le x, il est forcément dans A bar, puisque tout ceci, par contre, appartient à A. Donc le x limite appartient à A bar. Ça, c'est une possibilité. Je vais juste mettre de même. Si n2 est infini, il existe un phi qui va de n dans n2, strictement croissante, avec x phi de n qui tend vers x. Et là, ceci appartient à b à chaque fois, et donc ceci forcément appartient à b bar. Au final, le x appartient à A bar ou x appartient à B bar, ce qui est équivalent bien sûr à dire que x appartient à A bar union B bar. Bon, je l'avais expliqué hier, hein, ce raisonnement-là, c'est un raisonnement très particulier, c'est ce qui rend ce truc difficile, mais ouais, être dans l'union, être dans les limites de l'union de A et B, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas si on est dans A ou si on est dans B à chaque moment. C'est le seul raisonnement qui est un peu tordu. Ok, je fais l'autre preuve. Du coup, l'inclusion dans l'autre sens, c'est un peu plus simple. Si x appartient à A bar union B bar, bah là, on va faire une disjonction de cas. Si x est dans A bar union B bar, bah, soit x appartient à A bar. Dans ce cas-là, ça implique qu'il existe xn appartenant à A tel que xn tend vers x quand n tend vers plus l'infini. Ouais, et donc du coup, et dans ce cas-là, je peux conclure que x va appartenir bon, en fait, c'est même évident dans l'autre sens, en fait. J'ai même pas besoin de l'écrire, enfin, ça me paraît tellement évident ici. Euh, Bah, en fait, juste, j'ai même pas besoin de la suite. Si x est dans A bar, il est dans A union B bar, juste parce que A, en fait, j'ai même pas besoin de la suite. A inclus dans A union B, si on veut, c'est parce que je vous rappelle que l'adhérence, c'est le plus petit fermé qui contient A, comme l'intérieur, c'est le plus grand ouvert à l'intérieur de A. Bah ceci, ça me dit que A bar est forcément inclus dans A union B bar. De même, je peux écrire de la même façon, B est inclus dans A union B, ce qui implique que B bar est inclus dans A union B bar. Et de ça et ça, puisque j'ai les deux, j'ai bien A bar union B bar, qui est l'union de ces deux ensembles, qui est les deux étant inclus dans le même, qui est inclus dans ça. J'ai même pas besoin de passer par la suite, là, tellement c'est évident. Enfin, ça me paraît évident, enfin, quand je l'écris avec une suite, ça me paraît tellement redondant. Voilà pour cette question. Il nous en reste plus que deux, on aura fini avec ça. Question 3A maintenant. C'est montrer que A inter B bar est inclus dans A bar inter B bar. Alors, ils sont pas méchants, enfin, c'est vraiment... c'est vraiment pas très compliqué. On va juste faire comme il faut faire quand on veut montrer une inclusion d'ensemble, hein. On va prendre soit x qui appartient à 1 inter B bar. C'est équivalent à dire qu'il existe une suite xn appartenant à 1 inter B avec xn qui tend quand n tend vers plus l'infini vers x. Ok.
Là, je peux écrire. Là, maintenant, c'est une intersection. Donc, je peux clairement écrire xn. Donc, d'une part, je peux écrire des deux façons. J'ai les deux. J'ai xn qui à tout rang appartient à A et xn qui à tout rang appartient à B. Et xn, du coup, qui tend vers x. Ce qui implique que x est dans A bar. Ici, j'ai aussi xn qui tend vers x. Ce qui implique que x est dans B bar. J'ai toujours mon et entre les deux. Ben, ça, c'est équivalent à écrire que x appartient à A bar inter B bar. Alors, ce qui m'intéressait plus de finir cet exo, c'est pour ce qui arrive là maintenant. Montrer à l'aide d'un exemple que l'autre inclusion n'est pas forcément vérifiée. On pourra prendre E égale R. Donc, montrer que on n'a pas forcément A bar inter B bar qui est inclus dans A inter B bar. Et il vous demande un exemple dans R. Est-ce que vous voyez le problème? Et même pas que dans R. Le problème, enfin, je pense que ça peut se voir dans R, mais je peux vous le faire avec des boules, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que A inter B, le tout bar, ce serait pas la même chose que A bar inter B bar? Il y a un cas qui me paraît évident à tester et qui peut poser un... on va montrer que c'est un problème. Axel? Si on aurait égalité, ça veut dire que on aurait une limite. Dans A inter B bar, on aurait une limite pour A inter B, mais ça aussi, la limite serait aussi équivalente pour A, pour une limite de A ou une limite de, et une limite de B. Mais qu'est-ce qui a posé problème? Julien? Si on prend par exemple moins 1, 0 vers 0 vers 1, dans ce cas-là, si on prend A inter B, ça donne l'ensemble vide. Alors que, et si du coup, si on prend le fermé, ça donne aussi l'ensemble vide. Par contre, si on prend A fermé, inter B fermé, on va faire les 0 avant de faire l'intersection. Et du coup, ce sera 0. Exactement. Dans n'importe quel espace vectoriel, en fait, je vais vous faire deux dessins avec des boules ouvertes. Mais c'est dans n'importe quel espace vectoriel, hein. Je prends n'importe quelle boule. Alors, par exemple, euh, dans n'importe quelle direction, on va dire, si on est en dimension finie, je m'en fiche, mais enfin, bref. Je prends n'importe quelle boule, de rayon n'importe quoi, je m'en fiche, de rayon R ici. Et je crée une autre boule ouverte aussi, qui est juste collée ici à l'autre. Mais elles sont ouvertes. C'est-à-dire qu'à nulle part, les bords sont inclus. Si ça c'est mon ensemble A et si ça c'est mon ensemble B, j'ai clairement A inter B qui fait l'ensemble vide. Du coup, quand je prends A inter B bar, bah en fait c'est l'adhérence de l'ensemble vide, ça reste l'ensemble vide. Alors j'ai pas fait la remarque hier, mais c'est marrant de le faire. Je vous ai expliqué hier, et ça c'est important de le comprendre, qu'on peut avoir des parties qui sont à la fois ouvertes et fermées. Notamment l'ensemble E tout entier de votre espace. Si vous prenez l'espace vectoriel tout entier, il est à la fois ouvert et fermé. Mais du coup, un ouvert, c'est le complémentaire d'un fermé. Un fermé, c'est le complémentaire d'un ouvert. Si E est à la fois ouvert et fermé, son complémentaire à E, c'est l'ensemble vide. Le complémentaire de E dans E, c'est l'ensemble vide. Mais puisque l'ensemble vide, puisque E est ouvert, l'ensemble vide il est fermé. Puisque le E il est fermé, l'ensemble vide c'est son complémentaire, il est forcément ouvert. Donc en fait l'ensemble vide est aussi une partie ouverte et fermée. Du coup l'ensemble vide est fermé. Donc l'adhérence de l'ensemble vide, si vous avez le moindre doute, c'est l'ensemble vide. On a ça, et par contre si je mets les adhérences de mes parties, c'est-à-dire que si je fais A bar,
je vais inclure le bord ici. Si je mets B bar, je vais inclure le bord partout, mais c'est juste pour montrer mon dessin. J'inclus le bord ici, il va y avoir un point où les deux boules vont se toucher et l'intersection sera non vide. Donc c'est exactement ça qui se passe et c'est exactement ce que m'a expliqué Julien avec un exemple. C'est-à-dire que si on prend A qui est moins 1, 0 et B qui vaut 0,1, et là on a des intervalles, on maîtrise mieux. Clairement, A inter B, c'est l'ensemble vide. A inter B bar, c'est l'ensemble vide. Par contre, si je fais A bar, ça fait moins 1, 0. Si je fais B bar, ça fait 0,1. Et donc, si je fais A bar inter B bar, ça fait le singleton 0. C'est exactement le même principe que le dessin avec mes boules, mais fait dans R, en fait. Voilà. Bon, ça reste quand même pour moi certainement un des exos les plus difficiles de CCINP, notamment à cause de l'idée de quand on veut faire le cas de l'union, il faut penser à séparer j'arrive pas à savoir si c'est dans A ou dans B, mais je suis forcément dans une infinité de possibilités dans l'un des deux. Avec ça, on a fait à peu près tout ce que je veux faire dans ce chapitre de topologie. Je n'ai pas grand chose d'autre qui m'intéresse. On a fait tous les exos de CCINP notamment. Alors j'ai des exos derrière, mais j'en ai mis une partie. Ah si, je voulais faire un dernier exo. Si. Je voulais faire un dernier exo. Je vous en ai mis dans le TD qui n'est toujours pas imprimé d'ailleurs. Je voulais juste vous montrer votre premier DS de CCINP d'il y a quelques mois. Enfin mois. C'était quand? C'était pour le concours blanc ou c'était avant? Je sais plus. Alors il manque une question, mais je vais remettre le début et on remettra la fin après. Hop. Je vous avais enlevé une partie des questions du sujet, alors les 3 dernières questions, parce qu'on n'avait pas encore fait la topologie. Et je vais vous montrer, voilà, un sujet de CCINP qui parlait c'était la décomposition de Dunford. C'était toute matrice A de Mn de K peut s'écrire D plus N, vous aviez un problème là-dessus, peut s'écrire D plus N avec des diagonales et N nilpotentes, les deux qui commutent, et on avait plein de choses. On vous faisait admettre ce théorème, on vous faisait prouver des choses. Alors on va voir quelque chose derrière. Je vous avais enlevé les dernières questions du sujet. Alors je sais plus si celle-là je l'avais laissée. Mais les deux dernières je les ai enlevées parce que vous ne pouviez pas les faire. On note D, donc faisons les dernières questions que globalement j'avais enlevées, enfin toute la dernière partie. On note D l'ensemble des matrices de Mn de C qui sont diagonalisables. Première question, est-ce que D est un espace vectoriel? Ryan? Ouais, là si tu fais une limite de suite, tu vas prouver que c'est pas infermé. Là, pour prouver que c'est pas un espace vectoriel, il faut juste trouver, mais ça va être le cas, ça va pas être un espace vectoriel. Si vous pouvez me trouver une combinaison linéaire de deux matrices diagonalisables dont la somme ne va pas être diagonalisable. Il n'y a pas d'autre solution. Déjà, première chose, quel doit être le résultat de votre somme? Pour que ce soit une matrice non diagonalisable simple que vous maîtrisez. Pour moi, ça me paraît évident quel doit être le résultat de notre somme. Égé? Ouais. Et une hypotente, comme on doit trouver juste un contre-exemple, je vais poser n, qui est la matrice de taille n, qui est celle-ci. Je mets des zéros partout. Je mets même encore des zéros partout. Et je mets juste un 1 dans le coin. En fait, ma matrice n, c'est la matrice, si je prends ma base canonique, première ligne, dernière colonne, c'est la matrice E1n. Cette matrice-là, elle est nilpotente. Donc, non des Z. Est-ce que vous pouvez me faire une combinaison linéaire de deux matrices diagonalisables qui fait cette matrice-là? Axel? Est-ce que tu peux reprendre le sujet? Parce que le sujet il est marqué A, on sait que A c'est KD plus N. On sait que A est diagonalisable parce que son polynôme caractéristique est scindé sur C. D est diagonalisable, donc A moins D égale à N. Et on a N qui n'est pas diagonalisable. Donc
A ou B. Mais alors, tu m'as dit une grosse bêtise. A est diagonalisable parce que son polynôme caractéristique est scindé. Mais on est sur. Ah oui, non. Oui. Et même, non, c'est faux. On sort racine simple. Oui, bah non, sinon, enfin, faut que les multiplicités correspondent, même pas. Racine simple, c'est un cas particulier. Donc non, ça marche pas. Non, bah, faire un truc très bête, hein. Je vais poser D1, enfin, ou A1 et A2. Puissante magie. 1, 2, 3 jusque N. A1 et, attention, puis c'est très compliqué à voir, diagonale, donc diagonalisable. Et je vais prendre A2, ben, -1, -2, -3, -n. Et là, au-dessus de la diagonale, je vais mettre des zéros partout et je vais rajouter là-bas dans le coin, je vais rajouter un 1. Cette matrice-là, A2, là, je peux pas dire qu'elle est diagonale, c'est pas vrai, mais elle est diagonalisable, car triangulaire supérieur, ce qui implique que ses valeurs propres sont sur la diagonale. Comme ces valeurs propres sont sur la diagonale, je peux regarder maintenant que le spectre de A2, bah, c'est l'ensemble -1 jusqu'à -n. Le spectre de A2, le cardinal du spectre de A2, c'est n. Donc A2 est à valeur propre simple donc des z. Enfin, je redis la même chose au début, j'ai dit des n et j'ai expliqué pourquoi. Et j'ai A1 plus A2 qui fait n. Donc, D n'est pas un SEV. Ou un EV, c'est pareil. Oui, c'est comme ça que vous devez raisonner. Premier raisonnement, vous devez vous dire, bah, faut que j'obtienne une matrice non diagonalisable. Qu'est-ce que j'ai dans mon cours pour obtenir une matrice non diagonalisable? Une matrice nilpotente. On va encore plus loin. Vous devez trouver juste un contre-exemple. Quel type de matrice nilpotente vous maîtrisez le mieux? Ce que j'appelle les matrices triangulaires supérieures strictes. Donc vous prenez n'importe quelle matrice triangulaire supérieure stricte. J'ai mis celle qui a que un coefficient, mais on aurait pu mettre que D1 au-dessus de la diagonale, ça m'allait quand même. Et ensuite, vous dites, qu'est-ce que je connais comme matrice simple qui est diagonalisable et qui ne sera pas forcément diagonale? Bah, celles qui sont à valeur propre simple. Et comment vous trouvez facilement les valeurs propres d'une matrice en la rendant triangulaire supérieure? Et vous avez gagné avec tout ça, quoi. Oui, Agé. Matrice nilpotence est semblable à une matrice supérieure. Ouais. Oui, toute matrice. Alors, oui. Toute matrice nilpotente est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. Et on peut même aller plus loin, si on voudrait le prouver. En fait, si l'indice de nilpotence, c'est P, c'est-à-dire que si j'ai ça qui est vérifié, je peux même dire dans ce cas-là que N, elle va être semblable, alors c'est P-1NP entre guillemets, je vais pouvoir l'écrire comme une matrice, en fait, faut que je calcule bien mon coût, mais en gros, je mets des zéros, et je mets une diagonale de 1 et je remets des zéros dessus, et la diagonale de 1, bah ici, il doit me rester, en fait, c'est à la P-1 coordonnée partant de la fin. Comme ça, quand je vais la mettre à la puissance P, ça va sortir comme ça, en fait. On peut vraiment la construire comme ça, la famille. En général, c'est pas trop fait pour les indices de nilpotence quelconques, mais je l'ai mis dans les classiques de concours, ce raisonnement-là, quand l'indice de nilpotence, c'est n exactement. Ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un cas particulier de ce qu'on appelle les endomorphismes cycliques. Donc les endomorphismes cycliques, c'est les familles où on peut trouver un vecteur x où x, f de x, f carré de x, f cube de x, f4 de x, et jusqu'à fn-1 de x est une base. En fait, on prend un vecteur, on prend toutes les multiples, enfin tous les composés par f de ça, et ça fait une base de l'espace total, ce qu'on appelle un endomorphisme cyclique. Et un endomorphisme cyclique, on peut l'écrire avec comme une matrice triangulaire supérieure stricte avec des 1 au-dessus de la diagonale. Voilà. Dans la base adaptée. Bon, c'est... Ok, donc cet espace D n'est pas un SEV. Si P est une matrice inversible de Mn de C,
Justifier que l'application qui est là est continue. Axel? On va montrer qu'elle est linéaire et donc en dimension finie. Ouais, je vais pas le faire. Je vais pas montrer qu'elle est linéaire, mais l'argument c'est clairement celui-là. Ceci est une application linéaire, Mn2C est un espace vectoriel de dimension finie, donc cette application est nécessairement continue. Oui, c'est juste ça. La deuxième partie, c'est M donne P-1, MP est linéaire. Je vais me mettre appartient à L de Mn2C. Mn2C EV de dimension finie. Je l'appelle phi cette application, vous pouvez lui donner un nom. Donc phi est continue sur Mn2C. Ok. Donc encore là, alors ça on savait le faire aussi à l'époque du DS, donc c'est pour ça que je ne sais plus si j'avais laissé cette question-là, mais elle était peut-être un peu absconde de la laisser à la fin, vous n'avez pas de rapport avec le reste. Oui, on avait la continuité des applications linéaires, on voit bien ce qui va se passer et pourquoi ça va avoir des liens avec la topologie, et notamment si on parle d'applications continues. Donc on va y aller. On finit l'exercice, il restait 2 questions en fait. Alors je vais peut-être pas le refaire, je vais vous le réexpliquer mais je vais peut-être pas tout réécrire. Démontrer que D est dense dans Mn2C. Je l'ai déjà fait. C'est un des premiers exos qu'on a fait. Comment on a fait pour montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables est dense dans Mn2C? Julien? On prend un élément dans Mn2C et on crée une suite qui va contenir cet élément et montrer que nécessairement dans notre suite il y a forcément un élément qui est Dans notre suite, il y a forcément un élément. qui appartient à nous. Non, tu confonds avec... c'est la densité de GLN, ça. C'est pas comme ça qu'on a fait pour la densité des matrices diagonalisables. Égé? La matrice est trigonalisable lancée. Ouais. Donc on décompose sur une matrice triangulaire supérieure. Et on a après on met la suite M-1 sur P IN. Et après à un certain moment, on va avoir le sup des valeurs dans le diagonal qui va être inférieur à le minimum du spectre. Donc ça va devenir réversible. Non, tu confonds encore une fois avec la densité de GLN. Non. Axel? Vu qu'il est linéaire, on prend la valeur propre et on fait M-1 sur PIN. Et avec ça, on va calculer, vu que c'est la valeur propre, on va calculer. Vous avez toujours le même problème. Il y a combien de valeurs propres différents quand j'écris lambda 1 jusqu'à lambda n? Daouda? On ne sait pas. Il y a peut-être des égalités entre les deux. Celle-là, elle est trigonalisable. On peut dire dans Mn2C, toute matrice est trigonalisable. Ce qu'on avait dit. Je ne sais pas si les valeurs propres sont distinctes. Le cas simple pour être sûr qu'une matrice est diagonalisable, c'est d'avoir toutes ses valeurs propres distinctes. Comment on doit faire? Égé? Pour chaque lambda i, on ajoute 1 sur n plus i. Alors, éventuellement, ça va donner des valeurs propres tout distinctes. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas ajouter ici la même quantité. C'est-à-dire que vous allez faire comme ça, vous êtes sûr qu'à partir d'un certain rang, parce que comme il y a un nombre fini de valeurs propres, il est peut-être possible que vous n'ayez pas de bol et qu'à un rang n donné, le lambda 1 plus 1 sur n plus 1, il soit égal au lambda 2. Mais à partir d'un certain rang, c'est sûr que tous vos... Pourquoi j'ai mis TP? C'est pas du N, c'est du P. Je remets les mêmes choses au-dessus. Cette suite de matrices TP à partir d'un certain rang a toutes ses valeurs propres distinctes, donc est diagonalisable, et elle tend bien vers la matrice triangulaire supérieure en remultipliant par l'application, en repassant par l'application P-1 MP qui est continue, on vient de le dire à l'instant, on a la densité de notre espace D.
Donc, je le refais pas, on l'a fait, la densité de Mn de C, mais vous voyez, je vous ai dit que ça tombait dans les concours, même E3A, même CCMP, mais que c'est toujours les mêmes questions, vraiment. C'est la densité de GLN, c'est la densité des matrices diagonalisables, c'est ON et compact, enfin, c'est toujours ces quelques questions-là qui reviennent en permanence. Alors, ce qui m'intéressait, c'est pour ça que je voulais faire cet exercice, c'est pour la dernière question. Si D et N est le couple de la décomposition de Dunford de la matrice A, on note phi l'application de Mn de C dans D qui à la matrice A associe la matrice D. Donc là maintenant ils appellent phi l'application qui a une matrice A associe D qui est la partie diagonalisable dans la décomposition de Dunford. Oui, Eggy. Ah, c'est pour répondre. Si les deux fonctions sont égales dans une partie de zone D qui est dense dans une partie A, Ouais. c'est égal sur la partie A et D c'est dense dans la même aussi. Oui, c'est ça qu'on va utiliser. On va voir que ça va mener à une contradiction. Enfin, c'est ce qu'on va obtenir pour la fin, mais c'est exactement ce qu'il cherche à vous faire faire. Donc, on vous donne l'application qui fait ça. Premier point, justifier que phi est l'application identité sur D. Bah, si A appartient à D, A est diagonalisable. Alors, je vous rappelle, ça c'était dans le problème, mais j'en avais parlé à l'époque, je ne vais pas revenir sur tout le problème. La décomposition de Dunford, c'est mis dans le théorème là-haut, la décomposition de Dunford, elle est unique. Et d'ailleurs, les deux premières questions du problème, c'était quelle est la décomposition de Dunford d'une matrice diagonalisable et quelle est la décomposition de Dunford d'une matrice nilpotente. Et en fait, quand la matrice est diagonalisable, je vais faire une puissante magie, je vais dire qu'elle s'écrit A plus 0, je vais dire que ceci est nilpotent et que ceci est diagonalisable. Donc, quelle est la décomposition de Dunford d'une matrice diagonalisable? C'est A0 avec A qui est elle-même. Du coup, si A appartient à D, phi de A, c'est forcément A. Ce qui veut dire que phi restreint à l'espace D, c'est l'application identité. Sauf que justement, on vient de prouver que D est dense dans Mn de C. Du coup, c'est la deuxième partie. En déduire que l'application phi n'est pas continue. On va appliquer notre cours. Ce que tu veux faire, Eggy, je suis tout à fait d'accord. On a D qui est dense dans dans Mn de C, pardon. On a D qui est dense dans Mn de C. Si phi est continu sur Mn de C. Continu sur Mn de C. Si je fais une phrase, faut que je le fasse en entrée. Alors, si phi est continu sur Mn de C et que phi restreint à D, c'est l'identité, c'est-à-dire que j'ai égalité sur une partie dense de ces deux applications, alors phi est égal à l'identité. C'est votre cours, c'est la propriété de densité. Celle-là, on s'en est pas servi parce que c'est assez rare qu'on s'en serve, mais elle fait partie de la grosse propriété des images directes, images réciproques des fonctions continues. Mais est-ce que phi, c'est l'identité? Non, parce que phi, c'est ce qui renvoie à la partie diagonalisable. Or, si n, par exemple, c'est la matrice, encore une fois, où je mets des 0 et que des 1 au-dessus, là, si n est nilpotente, la décomposition de Dunford de n, c'est de dire que c'est 0 plus n, où je dis celle-là, elle est nilpotente, et où je dis celle-là, elle est diagonalisable. Et dans ce cas-là, phi de n, vu comme ça fait 0. Et donc phi de n, c'est différent de n. Donc ça ne vaut pas l'identité, cette application, donc elle n'est pas continue. Donc, phi différent de l'identité, donc phi non continu. Oui, Axel? Donc, c'est-à-dire que phi n'est pas linéaire? Bien sûr que si. Alors, comment on va Ah non, elle n'est pas linéaire, pardon. Non, elle n'est pas linéaire. Non, c'est pas une application linéaire. Non, pardon, oui, non. Non.
Elle va être linéaire sur la partie dense, mais elle va pas l'être sur l'espace vectoriel total, en fait. Non, je suis d'accord. Oui, oui. Non, sinon elle serait forcément continue. Voilà, je voulais juste en parler parce que c'était 3 questions que je vous avais enlevées d'un problème qu'on avait fait ensemble, et juste parce qu'on n'avait pas encore le chapitre. Et donc c'est ça que je vous dis, vous pouvez faire maintenant 90% de tous les sujets qui existent, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois qu'une ou 2 questions qui va vous manquer et pas plus. Enfin, des questions comme celle-ci. On a fini avec ce chapitre. Je vais essayer de retourner voir si maintenant il y a vos polis. Parce que ce serait bien que vous ayez le poli pour que je continue le cours. Mais sinon, c'est pas grave, vu que j'ai encore une introduction à faire. Je vais attendre, parce que si jamais c'est plus tard que ça arrive, on va perdre du temps. Alors, je vais descendre un tout petit peu l'écran et poser une question qui n'est pas simple aux autres, et on va voir ce que ça veut dire derrière. La question qui est pas simple, c'est si je vous demande, je sais que c'est pas dans votre cours, hein, c'est pas une formule de votre cours, c'est un raisonnement logique. Si je vous demande de me trouver l'expression en fonction de n de la suite qui est là, un plus 4 est égal à 5un plus 3 moins 2un plus, tiens j'ai envie de faire un trou, un plus 1 plus 6un. Et je vous rajoute en plus, comme c'est une matrice de rang 4, je vous rajoute U0, U1, U2, c'est 10 puissance 27, 42 pi. Comment vous allez faire pour me trouver l'expression de cette suite? Est-ce que vous avez une méthode? Je ne dis pas qu'on va la faire, la méthode, je ne dis pas qu'on va la résoudre, cet exo, mais que vous m'expliquez la méthode pour le faire. Axel? On va passer par un polynôme caractéristique comme l'équation caractéristique comme avec les suites linéaires d'ordre 2. Et tu as un polynôme de degré 4, tu sais factoriser les polynômes de degré 4? Une suite de vecteurs. C'est-à-dire que je On va poser un grand xn. grand xn, et grand xn, ça va être un plus 1, un plus 2. Il va falloir que j'aille jusqu'à... Mais je suis d'accord avec toi. C'est exactement ça la méthode. C'est la méthode. On va le poser un plus 1... pourquoi j'ai mis un plus 4? Excusez-moi. Un plus 3. Si je fais ça, xn plus 1, ça devient un plus 1, un plus 2, un plus 3, un plus 4. Maintenant, je peux remplacer dans la relation... je vais garder un plus 1, un plus 2. Bon, je vais pas faire cette ligne-là, elle est lourde. Maintenant, je peux injecter là-dedans la relation qui est là. La relation qui est là, je peux l'injecter dans le calcul. Et en fait, ça, je peux le voir comme une matrice fixe que multiplie le vecteur xn. C'est-à-dire que pour avoir un plus 1 à partir de un, il faut que je récupère la deuxième coordonnée ici. Donc là-haut, je vais mettre 0, 1, 0, 0. Ici, je vais mettre 0, 0, 1, 0. Ici, je vais mettre 0, 0, 0, 1. Et la dernière ligne, un plus 4, en fait, c'est 5 un plus 3. C'est 0 un plus 2, c'est moins 2 un plus 1 et c'est 6 un. Et comment on va faire pour trouver l'expression de cette suite, Axel? Ça veut dire quoi, résoudre la matrice? Non, pas du tout. On va essayer de la diagonaliser, ou au pire du pire, si ça se passe mal, on va la trigonaliser. Ok, vous avez compris ça pour un système. Question. Comment on va résoudre cette équation différentielle? Y dérivé 4e est égal à 5y dérivé 3 fois, moins 2y' plus 6y. Axel? La question grecque, les dérivés linéaires, donc on peut le mettre dans une matrice comme... On va créer un vecteur qui va plus s'appeler xn, qui va s'appeler x de t, qui va être, on va mettre y de t, y prime de t, y seconde de t, et y dérivé 3 fois de t. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est quoi?
Clément? On va faire la même chose, donc on va faire y prime de t, Alors, est-ce que j'ai appelé grand X, le grand x, grand X prime de t, c'est égal à y prime de t, y second de t, y 4 de t, 4 de t. et maintenant on va créer, c'est la même matrice, et donc résoudre cette équation différentielle, c'est exactement la même chose que l'autre problème, c'est diagonaliser la matrice. Alors, stop. Oui, Ryan, pardon. Non, justement, alors, mais c'est ça qu'il faut, c'est pour ça que je dis stop, mais c'est exactement ça. Je vous ai jamais appris à dériver un vecteur. On a vu dans ce cours depuis le début de l'année des fonctions à valeur dans des espaces vectoriels normés, mais la chose la plus compliquée qu'on ait parlé sur ces vecteurs et sur ces machins, c'est de continuité. Donc je dois faire tout un chapitre, et c'est le but, mais le but ça va être de faire ça en termes d'exo. Ça va être de faire ce genre de choses en termes d'exo, un peu plus. On va revenir aussi sur notre chapitre d'équations différentielles, parce que ça va être lié aux équations différentielles quand même. Mais pour les équations à coefficient constant, ça va être exactement faire ça le but, clairement. J'ai besoin de faire un chapitre sur est-ce que j'ai le droit de dériver un vecteur. Enfin, est-ce que j'ai le droit de dériver une fonction vectorielle. Est-ce que ça a du sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, on va voir que je vais aller très 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 vite sur ce cours pour une seule raison. Tout, on sait déjà le faire parce qu'on va limiter le cours, et c'est ça qui va faire tout marcher. On va limiter le cours à arriver dans un espace vectoriel de dimension finie. Si on est dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, et la convergence, c'est la convergence coordonnée par coordonnée. Du coup, par exemple, imaginons que je veux faire une intégrale d'un vecteur. Ben, en fait, c'est l'intégrale sur chacune des coordonnées. Si je veux faire n'importe quelle formule, est-ce que j'ai le droit de faire la formule de Taylor sur ma fonction vectorielle? Bah oui, ça revient à faire la formule de Taylor sur chacune des coordonnées. Est-ce que j'ai le droit de faire le théorème fondamental de l'analyse? Bah oui, si chacune des fonctions coordonnée par coordonnée est continue, bah je peux faire un théorème fondamental de l'analyse coordonnée par coordonnée. Donc on va créer la théorie, on va voir que ça marche, mais je vais aller super super vite sur le contenu du cours. Ce ne sont quasiment que des révisions d'analyse qu'on n'avait pas encore trop fait. On va revoir la formule de Taylor, on va revoir le théorème fondamental de l'analyse, on va revoir ce genre de choses, mais pour des fonctions à valeur dans un espace vectoriel normé de dimension finie. Et c'est ces trois mots-là à la fin qui font tout. Et le fait que c'est super simple. Ce serait pas en dimension finie. J'ai pas réfléchi, mais à mon avis, on aurait beaucoup beaucoup de problèmes. Oui, Axel. Ah, c'est vrai, parce que les réactions linéaires, mais celui-là, on a du cos Y, par exemple. On pourrait pas. Oui, c'est pour ça qu'on va aussi repartir à un moment donné sur le cours d'équations différentielles, et qu'il y a une deuxième partie qui a un peu, pas rien à voir, mais un petit peu dans le reste du chapitre, qui est quand les équations différentielles ne sont pas linéaires, par exemple, ou alors même qu'il y a des coefficients non constants dedans, comment on fait? Et là, c'est votre théorie plutôt, vous avez vu des équations différentielles, alors vous l'aviez vu en début d'année, vous n'aviez pas encore les espaces vectoriels, mais en gros, quand vous dites pour les équatifs d'ordre 1 que vous aviez vu à coefficient non constant, vous avez dit l'ensemble des solutions, c'était une constante multiplicative fois l'exponentielle d'une primitive, en gros, à calculer. Vous aviez ça dans votre cours. En gros, quand vous dites c'est une constante multiplicative fois une exponentielle d'une primitive, vous dites c'est un espace vectoriel de dimension 1 et je connais le vecteur qui engendre cet espace vectoriel. Nous, on va marcher sur le même genre de technique pour des équations d'ordre supérieur à coefficient non constant. C'est-à-dire qu'on aura juste une idée de la dimension, on aura une idée pour trouver des solutions dès qu'on en connaît déjà une, en gros, et nous on créera une technique pour en connaître déjà une. Alors c'est pas vrai, des techniques pour en connaître une, des équations différentielles compliquées, on l'a vu dans le chapitre sur les séries entières, on peut toujours rechercher des solutions d'équadif qui sont développables en séries entières. Et c'est à ça que servait toute la méthode qu'on avait fait dans le chapitre de séries entières. Donc là, on va refaire le lien avec cette méthode-là ici. Donc voilà, c'est le but du prochain chapitre, c'est juste de pouvoir créer des systèmes différentiels et d'avoir bouclé ce truc-là sur les systèmes différentiels. Et pour ça, j'ai besoin de créer des fonctions de la variable réelle, t, qui associent un vecteur en sortie x de t, et de pouvoir dire est-ce que j'ai le droit de le dériver, est-ce que ça a du sens de parler de x' de t, est-ce que j'ai le droit de faire ce genre de choses. D'un point de vue conceptuel, en général, vous le comprenez bien, il n'y a pas trop de difficultés. C'est vraiment de cet ordre-là ce qu'on cherche à faire. Donc, coordonnée par coordonnée, si j'ai le droit de dériver, j'ai le droit de dériver globalement. Je vais voir si vos polis sont sortis, sinon je vais commencer le cours, mais ce serait mieux que vous puissiez avancer sur le podium. J'ai pas besoin de m'écouter.
envoyé hier matin, mais c'est toujours pas imprimé. Il est en ligne, on va le continuer, on va avancer dessus et vous l'aurez quand il sera imprimé. Alors... Ah, je l'ai pas mis sur l'ordi ici. Bah, je l'avais pas téléchargé. S'il est là. Ouais. Moi je l'ai là. Ça ira très bien. Alors. Allons-y. On va déjà définir les choses proprement. Il y a rien de très compliqué, mais c'est les mêmes définitions que dans R, entre guillemets. Hop, je viens là. Première définition, avant même d'aller plus loin. Est-ce que j'ai le droit de dériver une fonction vectorielle? Donc là, j'ai pas précisé, mais c'est mis dans le poly. Excusez-moi, j'aurais dû prendre la ligne du dessus. Je vais remonter sur le poly pour vous me le rajouter, sinon ça n'a pas de sens. Donc dans tout le chapitre, on va considérer une fonction f qui est définie dans un intervalle I de R et qui arrive dans un espace vectoriel normé de dimension finie. Donc qu'est-ce qui change? C'est que d'habitude, vous avez l'habitude ici d'arriver dans R et que là, maintenant, c'est un vecteur. Alors, ça ne change pas grand-chose. On sait faire des convergences dans les espaces vectoriels maintenant. Donc dire qu'une fonction est dérivable en A, c'est dire que le taux d'accroissement 1 sur t moins a f de t moins f de a, que j'ai le droit, ça c'est un vecteur, je lui enlève un vecteur et je divise par un réel, entre guillemets. Donc j'ai le droit de faire une différence de deux vecteurs et de le diviser par un réel. Bah, si ça a une limite vectorielle qui est un vecteur L de E, alors on va noter L, bah, c'est le vecteur dérivé de cette application linéaire en A, ce qu'on peut parfois noter df sur dt. Mais comme il n'y a qu'une variable, en général, on note f' en maths. Donc ça, c'est la dérivée d'un vecteur en un point. Bah, d'une fonction en un point. En un vecteur, si vous voulez. Enfin non, en un point A, pardon. Excusez-moi, en un point A de R. On va dire que la fonction est dérivable sur tout l'intervalle, bah, si elle est dérivable dans tous les points de l'intervalle. C'est la même définition que vous aviez pour les fonctions avant. Une fonction va être dite dérivable à droite si quand je restreins tout ce qui est à droite de A, j'ai le droit de dériver, et elle est dérivable à gauche si quand je restreins ma fonction à tout ce qui est à gauche de A. Il n'y a rien qui change par rapport, et vraiment rien qui change par rapport à votre définition que vous aviez de l'année dernière. Non, c'est pas là que je vais ouvrir, c'est là. Alors, la preuve n'a pas d'intérêt. Je veux juste vous mettre pour vous dire c'est prouvé. Mais je sais pas à quel point Monsieur Dutrion a insisté quand il a fait les DL là-dessus. C'est quand même quelque chose de relativement important en fait. Enfin, pas pour les vecteurs ici, mais c'est la même chose. Si f est dérivable en A et que sa dérivée, je la note L, en fait, si je peux écrire une relation de ce genre-là, alors, on pourrait écrire, mais c'est tordu. Enfin, je préfère pas l'écrire moi. Je pourrais écrire ce bout-là comme ça. Hein. Mais je vous ai pas défini ce que c'était qu'un petit taux vectoriel. Alors, on le fera, je serai obligé de le faire dans le prochain chapitre, mais je crois que j'avais pas envie de le faire ici juste pour ça. Mais techniquement, puisque ceci est un vecteur... Alors, attendez, je sais plus où je suis là-bas. Puisque ceci est un vecteur, ceci est un vecteur, ceci est un vecteur, ceci est un vecteur, le résultat qui est là au bout, c'est un vecteur. Donc, définir un petit taux, ça a quel sens? Bah, puisqu'on est dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Dire que ceci est un petit taux de t-a, ça veut dire que la norme de ce petit taux de t-a divisé par t-a doit tendre, quand t tend vers a, vers 0. Ça voudrait juste dire ça, un petit taux. C'est juste, on va faire des petits taux en fait en revenant au réel, en passant en norme. C'est juste ça. Quelque chose est petit quand ça... En fait, forcément, un vecteur est petit quand sa norme est petite.
Mais j'en ai pas besoin, mais c'est juste pour vous expliquer un rappel de choses qui est très importante. Si vous avez une fonction f, par exemple, vous savez pas qu'elle est dérivable en 0, et que vous arrivez à me prouver que f de x c'est 1 demi moins 1 tiers de x plus petit o de x, instantanément, c'est pour ça que c'est une caractérisation de la dérivabilité. Vous savez par exemple même si, que votre fonction est prolongeable par continuité en 0 en posant f de 0 qui vaut 1 demi, et vous savez instantanément que f' de 0, ça existe et ça vaut moins 1 tiers. Pourquoi j'insiste et je le rappelle? Parce que par contre, si je vous dis ça, bah, je vous assure qu'on n'est pas garanti, ce n'est pas absolument sûr que f seconde de 0. Alors, comment dire? Si f seconde de 0 existe, non, alors il manque le 2 factoriel. À cause du 2 factoriel qui traîne dans la formule de Taylor, ça devrait pas être ça, ça devrait être un 1 demi ici. Mais si le f seconde de 0 existe, je vous assure que c'est obligatoire, il fait 1 demi. Mais par contre, vous avez des fonctions qui peuvent admettre un dl à l'ordre 2 sans qu'elles soient deux fois dérivables. C'est-à-dire qu'à partir de l'ordre 2, le développement limité n'est plus une caractérisation de la dérivabilité. C'est parce qu'il se passe des choses avec les taux d'accroissement qui sont un peu plus tordus et des compensations dans les dl. Mais donc c'est une caractérisation, mais uniquement à l'ordre 1, les dl pour la dérivabilité. Oui, Ryan. Ah, c'est un petit taux de x carré que je voulais écrire. Pardon, merci Ryan. C'est un petit taux de x carré ici. Sinon, oui, ça n'a pas de sens. C'est juste pour dire, si on a un dl à l'ordre 2, on ne peut plus garantir. Si le f seconde existe, oui, si le f seconde de 0 existe, c'est sûr, il vaut cette valeur-là et la formule de Taylor est correcte. Mais on peut avoir un dl à l'ordre 2 sans avoir une fonction deux fois dérivable. Alors, il suffit de créer des horreurs, hein, mais je peux le faire avec des exemples simples sur des horreurs. Quand j'étais en première année, je le faisais à chaque fois avec cette fonction-là de mémoire. Qui est clairement de base un petit taux, en fait, c'est un petit taux de x carré quand x tend vers 0. C'est-à-dire, c'est un grand taux de x carré. Non, attendez, il y a un truc qui va pas. C'est un grand taux de x carré. Tac, 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 je mets un sinus. Ça change rien. Bref. Peut-être que je mette juste un cube. Dans ce cas-là, c'est un grand taux de x cube, donc c'est un grand taux de x cube, donc c'est un petit taux de x carré. Et on va voir qu'en la dérivant deux fois, je vais avoir toutes les horaires possibles et inimaginables qui vont faire que ça va pas être dérivable deux fois, cette fonction. Oui. Vous mettez 1 sur x, c'est pas juste x. Pour justement créer un problème. Parce que quand j'envoie x vers 0 et que je mets 1 sur x, le 1 sur x va vers l'infini. Donc mon cosinus, il n'arrête pas d'osciller. Donc si j'ai plus de facteur devant, je vais perdre la notion de limite. Et j'aurai pas de fonction dérivable. C'est pour ça que je mets 1 sur x. Et c'est pour ça que c'est une horreur. Donc voilà. On a la même chose qu'en dimension 1, c'est-à-dire qu'on a la caractérisation. On a la... Mince. On a la propriété que je vous ai dit, enfin la propriété, la base de toutes les choses. C'est juste que les normes sont équivalentes en dimension finie, donc toutes les convergences ont le même sens, et donc c'est la convergence coordonnée par coordonnée. Mais du coup, si une fonction, si j'ai une base E1, En de vecteurs, si en fait f de t, je la décompose sur chacune des coordonnées, entre guillemets, j'écris que la matrice dans la base B du vecteur f de t, c'est la suite de coordonnées f1 de t et fn de t, ce qui revient en gros à faire la bijection entre l'espace E et l'espace Rn, en fait, l'espace coordonné par coordonnée. Bah, si chacune des coordonnées qui est là, f1 jusqu'à fn, est dérivable, et ça c'est votre dérivabilité de première année, vu que c'est des fonctions réelles, bah alors votre vecteur il est dérivable. Et c'est même un si et seulement si en fait. S'il y en a une là-dedans qui n'est pas dérivable, votre vecteur ne sera pas dérivable lui. Il y a un endroit où je ne pourrais pas faire la limite. Donc on peut dériver un vecteur coordonnée par coordonnée, ça c'est évident.
Alors, ça c'est une propriété un peu plus lourde. Alors la preuve est un peu moche. Je vous assure que c'est juste des taux d'accroissement comme d'habitude. Je vais pas y passer trop de temps. Enfin, je vais juste vous montrer la première, mais je vais pas faire le cas bilinéaire. Mais je vais vous montrer ce que ça veut dire. Alors un truc un peu lourd du programme. Ils veulent généraliser ce que vous avez fait dans le cas réel sur les dérivés des combinaisons linéaires et sur ce que vous avez fait sur les dérivés des produits. Alors, oups. Alors, on va voir que c'est exactement le but de ce qu'on veut faire, mais si f est dérivable sur i à valeur dans E et si L est une application linéaire, donc, si L est une application linéaire, on peut toujours dériver la composée L rond f, et la dérivée de L rond f le tout prime, c'est juste L de f prime. L du vecteur f prime. C'est juste un retour à la définition. Si vous faites l'accroissement de L de f de t0 plus h moins L de f de t0, par linéarité de l'application L, je peux tout rentrer à l'intérieur de L. Donc ça fait l'application linéaire pris à l'accroissement, et la limite de l'accroissement, c'est L de f' pris en t0. Alors parce que, je ne l'ai pas écrit ici, j'aurais pu le dire, parce qu'on est en dimension finie, et que L est une application linéaire, ça marche bien parce que elle est continue. Donc la limite de l'application linéaire, c'est la limite de son image, et ça fait du L de f' de t0. Alors, ce qui généralise un peu les choses, c'est ça. On va en parler, on va faire des exercices pour voir ce petit truc-là, même si c'est de l'ordre du détail, mais comme c'est au programme, il faut qu'on en ait fait au moins. Si B est une application bilinéaire de deux espaces E croix à valeur dans E croix F, si F est dérivable sur I à valeur dans E et G est dérivable sur I à valeur dans F, bah, la composée de l'application entre qui a T donne l'application bilinéaire pris en F de T et en G de T, elle va être dérivable sur I, et la dérivée de cette application, c'est l'application linéaire pris en F' puis en G, puis l'application pris en F puis en G'. La preuve, c'est la même, c'est une limite de taux d'accroissement un peu moche. Et on a même la généralisation dans le cas multilinéaire. S'il y a P variables, en fait, comment on fait pour dériver une forme multilinéaire de P variables? Ben, on les dérive une à la fois. C'est-à-dire qu'on fait la somme pour I égale 1 à P, et je vais dériver chacune des variables successivement, sans rien toucher aux autres. Alors j'exagère, mais si j'ai une application trilinéaire T de F1, F2, F3' et que je dois la dériver, en gros, ce que ça veut dire, c'est que je vais dériver en F1 et je ne vais pas toucher aux deux autres. Puis je vais dériver en F2, puis je ne vais pas toucher aux deux autres. Puis je vais dériver en F3, et je ne vais pas toucher aux deux autres. C'est comme ça qu'on va calculer la dérivée. Alors ça, je vous assure, c'est une généralisation de votre dérivée d'une somme et d'un produit. On va faire l'exercice juste derrière, mais juste si vous faites l'application linéaire qui prend deux fonctions f et si on fait une combinaison linéaire de f et g, puisque ceci est une application linéaire en les vecteurs f et g, tout simplement l'application, alors c'est très bête, mais l'application identité en fait, c'est juste l'application identité. Si je prends L égale l'identité, qui est une application linéaire, qui appartient à n'importe quoi L de E, je peux aller dire que si je prends des fonctions dérivables alpha f plus bêta g, alors c'est très bête, mais ça fait, c'est dire je le prends dans les fonctions dérivées, donc ça me fait du alpha f' plus bêta g'.
Donc la dérivée de alpha f plus bêta g le tout prime, c'est alpha f prime plus bêta g prime. On a aussi la dérivée d'un produit. Oui. Alors attention, j'ai pas le droit de faire des produits de vecteurs. Par contre, si par exemple ceci est un vecteur et que ceci est un réel, j'ai tout à fait le droit de faire le produit des deux fonctions. Et si je fais le produit de ces deux fonctions, c'est une application bilinéaire. C'est-à-dire que si maintenant, ça je dois si par exemple je multiplie à gauche, je fais du alpha f1 plus f2 fois g, le résultat ça va me faire alpha f1g plus f2g. C'est bien linéaire à gauche, ça va bien être linéaire à droite si je fais la même chose en g. Ceci est bien une application bilinéaire. Du coup, quand je vais vouloir faire f fois g le tout prime, c'est exactement ce que je vous ai dit sur les applications multilinéaires. Je dérive la première, je touche pas à la deuxième, puis j'ajoute une somme et je dérive la deuxième sans toucher à la première. Donc votre formule de dérivation sur les produits reste exactement les mêmes et c'est une conséquence des formules plus générales qu'on a là-haut. Alors comme c'est nouveau, faisons un exercice là-dessus, mais même si c'est clairement pas le cœur de notre chapitre. C'est juste pour que on ait appliqué ces formules une fois. Soit f une fonction dérivable sur i à valeur dans E un espace euclidien. Donc si c'est euclidien, j'ai un produit scalaire. Donc là, quand je parle de norme ici, c'est la norme euclidienne en fait. Montrer que f carré, la fonction qui a t donne la norme de f de t au carré, entre guillemets. Donc cette application, je l'appelle g. Montrer que cette application g est dérivable sur E, est dérivable pardon, sur i. Et calculer g' de t pour tout t appartenant à i. Daouda, oui. Quand vous appliquez alpha f plus bêta g dans l'application linéaire f, pourquoi l'application linéaire elle disparaît dans les dérivés? Alors, d'un côté, c'est juste, j'applique l'application linéaire. On est d'accord qu'elle est linéaire. Donc, c'est vrai que, en fait, j'ai été un peu vite, je suis d'accord. D'un côté, si je l'écris comme ça, en fait, je ne devrais pas l'écrire comme ça à droite. D'un côté, ça fait ça. Enfin, c'est-à-dire si je veux dériver l'application linéaire, excuse-moi, il manque un prime, ça fait ça. Mais d'un autre côté, ce calcul-là, je peux aussi d'abord le linéariser. C'est-à-dire que je peux dire que c'est alpha LF plus bêta LG, le tout prime. T'es d'accord? Et si ça, je l'écris, ça fait alpha F' plus bêta G'. Donc j'ai égalité de alpha F plus bêta G le tout prime comme alpha F' plus bêta G'. Comme je peux calculer de mon application linéaire de deux façons différentes, j'ai l'égalité de mes trucs. Ok? Et c'est un peu la même chose que... Enfin, j'ai appliqué la formule un peu de la même chose pour l'application produit, en fait. Ok? Comment je vais dériver ça? Égé? Ouais. En fait, c'est la norme au carré, c'est pas une norme. Hein. La norme au carré, c'est un produit scalaire. Si c'est un produit scalaire, c'est une forme bilinéaire symétrique. Donc c'est surtout bilinéaire. Donc je peux appliquer ma propriété d'avant. Donc on va juste le dire. En fait, l'application là que j'appelle G de t, c'est plutôt en fait le produit scalaire f de t. Donc c'est entre guillemets, je peux l'écrire comme du b rond f de t où b est l'application bilinéaire. Bah, c'est l'application bilinéaire b de fg, c'est le produit scalaire fg en fait. Il faudrait peut-être que j'utilise les mêmes notations de produit scalaire par contre. J'aime pas mettre des virgules, je préfère mettre des barres à mes produits scalaires. Ah, mais je suis bête moi. Ok. Du coup, d'après le cours, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, puisque c'est à composer avec une application linéaire, j'ai clairement
G qui va être dérivable, j'ai pas encore parlé de C1, excusez-moi. Dérivable sur I. Et pour le calcul de G', bah, G' de T, je fais une notation entre guillemets, encore une fois, qui n'est pas 100% correcte, mais c'est pas grave. C'est la dérivée du produit scalaire f de t, le tout prime. Ça, c'est votre formule que je viens de vous dire. C'est on prend dans l'application bilinéaire, on en dérive un, on touche pas à l'autre. Donc ça me fait f' de t scalaire f de t, plus je touche pas au premier et je fais le deuxième. Mais comme maintenant cette application elle est symétrique, ceci ça me fait du 2 fois f' scalaire f. Exactement comme tu me l'as dit, Ege. Tout à fait d'accord. Alors, question 2, montrer que si f ne s'annule pas sur i, alors la norme de f est aussi dérivable et calculer sa dérivée. Donc là, je pose h de t, c'est la norme de f de t. Et je rajoute que je sais que f ne s'annule pas sur i. Comment je vais aller regarder la dérivabilité de ça? Avec l'information que ça ne s'annule pas sur i, il faut la traduire un tout petit peu, mais ça me paraît à peu près évident. Ege? Il faut voir que 1 sur 2 racines de tout ça touche pas au domaine. Alors, c'est pas comme ça qu'on vérifie le domaine de dérivabilité des choses. Hein. C'est on utilise nos fonctions de référence et on applique leur domaine de dérivabilité. L'expression de la dérivée découle des domaines de dérivabilité, entre guillemets. Mais oui, en fait, cette chose-là, on va juste la voir comme racine de la norme de f de t au carré. On vient de dire que f de t au carré est dérivable. Si la fonction est non nulle, la norme de f de t au carré va être non nulle tout le temps. On sait que la fonction racine, elle est de classe C1 sur R plus étoile. On va pouvoir composer nos dérivées. On est arrivé dans R avec la fonction. Hein. Donc là, il n'y a rien de méchant. C'est juste de la composée de dérivées de fonctions à valeur dans R. Et donc j'ai le droit de mélanger. En fait, le but de cette question, c'est de vous montrer que je peux mélanger ce nouveau chapitre avec votre chapitre de première année de calcul de dérivées. Déjà, je vais commencer par le dire. On a t donne norme de f de t au carré qui est dérivable sur i, c'est Q1. On a que, je vais le préciser, que f de t au carré est strictement, pour tout t appartenant à i, ceci est strictement positif car f ne s'annule pas sur i. Et je sais que la fonction racine est de classe C1 sur 0 ouvert plus l'infini par composé d'application dérivable h est dérivable sur i. Et pour ma dérivée, h' de t, bah, c'est du... Alors, je vais encore faire ma ligne que j'aime pas trop, mais c'est du racine de g de t, en fait. Enfin, c'est de racine de g de t, le tout prime. Et du coup, ça, dans vos formules, c'est juste du g' de t, le tout divisé par 2 racines de... de racine de g de t. Et donc ça va me faire du g' de t, c'est ce que j'ai calculé là-haut, du 2 fois le produit scalaire f' de t, f de t, le tout divisé par 2 fois racine de la norme de f de t au carré. Alors ça serait écrit f' de t,
f de t. Et le racine de... Alors, le racine de la norme au carré, ça fait la norme. Non, j'allais dire une bêtise. Donc, je vais juste l'écrire norme de f de t. Alors, c'est pas classique. Ça l'était quand j'étais jeune. Ça, je sais que c'est tombé. Je sais plus si j'étais en carré ou en cube, mais c'est tombé à CCINP. C'était une des questions de CCINP. Fallait trouver la dérivée de la fonction norme. C'est pas quelque chose de très très dur. C'était juste un petit exemple pour vous montrer comment on applique ce truc-là de façon théorique. C'est pas méthodique, il n'y a pas de petits trucs, c'est juste, faut pas avoir peur d'appliquer ces formules de bilinéarité, multilinéarité. Ah, ok. Alors je continue le cours. On ne change rien sur les définitions de ce que sont des fonctions de classe CK. C'est-à-dire que si je note f', c'est la dérivée première. Si cette fonction est dérivable sur i, je note f seconde, sa dérivée seconde, j'ai les mêmes notations. Et une fonction va être dite de classe ck sur i si et seulement si elle est au moins k fois dérivable et que sa dérivée km va être continue. Donc je vous rappelle qu'être de classe ck, c'est pas juste être dérivable, c'est être dérivable avec les dérivées qui sont continues. On va dire qu'une fonction est c infini si et seulement si elle est de classe ck, quel que soit k. Donc les définitions sont exactement les mêmes. C'est pour ça que je dis que je vais aller très très vite sur ce chapitre. Il n'y a rien qui change. Alors, ce que je vous ai écrit tout à l'heure avec la dérivabilité, je peux l'écrire avec les fonctions de classe CK. J'ai même mis une remarque en dessous, ça marche aussi avec les fonctions de classe C infini. C'est-à-dire que si j'ai E1, EP, une base d'un espace vectoriel, et f qui a des coordonnées f1, fp, la fonction f est de classe ck sur i si et seulement si chacune de ces coordonnées est de classe ck sur i. Mais elles sont plus, du coup, les fonctions coordonnées, elles sont plus à valeur dans E, les fonctions coordonnées deviennent être à valeur dans K. Les applications bilinéaires ou linéaires, ça marche de la même façon pour les fonctions de classe CK. Petit supplément de cette propriété, c'est celle-ci. Je peux calculer la dérivée km d'une application bilinéaire. C'est la généralisation de ce que vous avez vu l'année dernière comme la formule de Leibniz. Quand vous deviez dériver l'année dernière, c'était u fois v le tout dérivé n fois. Vous faisiez pour ça la somme pour k égale 0 à n des k parmi n, u dérivé k fois, v dérivé n moins k fois. Ça se prouve comme la formule du binôme, ça se prouve par récurrence, cette formule. Et comment on propage la récurrence grâce au triangle de Pascal. C'est exactement la même chose qu'en première année. Il n'y a rien qui change. Donc tout marche de la même façon. Toutes vos formules de dérivation. Alors attention, on ne peut pas faire des... comment dire, on peut pas forcément faire, on n'a pas encore vu trop ce que ça voudrait dire composer des vecteurs ou dériver selon des vecteurs. Donc pour le moment, si je compose, j'ai une fonction qui est ck d'un intervalle i et que je veux juste la changer d'intervalle pour passer d'un intervalle i à un intervalle j, typiquement, c'est ce que je vous l'ai déjà dit, si mon intervalle i c'est ab, moi je préférerais travailler sur j c'est 0,1 et la fonction que je vais faire pour passer de 0,1 à j, de 0,1 à AB, je vais juste créer la fonction qui à t associe A facteur de 1 moins t plus bt. Et je vais clairement passer d'un segment à l'autre. Donc, si je veux changer de domaine de ma variable aléatoire, ma fonction, excusez-moi, je peux le faire et les formules de dérivée, ce sont exactement les mêmes que vos formules de dérivée classiques. La preuve se fait de la même façon, ce sont des preuves dans R.
Il y a encore une fois rien qui change. Pareil, si je veux faire un quotient, alors attention, pour le dénominateur, je ne peux pas diviser par un vecteur, mais si je divise par un réel non nul, les formules de dérivée d'un quotient, ça reste exactement les mêmes que dans R. Donc rien ne change dans ce chapitre, les calculs de dérivée sont exactement les mêmes. Et bien sûr, je l'ai écrit avec des fonctions de classe CK, si c'est vrai pour tout cas, c'est vrai pour les fonctions de classe C infini, il n'y a rien qui change. Donc on a la même chose. Je vous ai fait la preuve avec le triangle de Pascal, je vous ai fait les taux d'accroissement horribles. Allons-y. Refaisons un exercice là-dessus. Alors allons-y, c'est un peu la même idée qu'on a fait dans l'exercice d'avant. Là, on est sur des choses pas du tout standards, hein. Ça, je verrai pas tomber ça avant Central Minpont, hein, clairement, par contre. On est sur des choses plus dures, mais il faut savoir faire de ce genre de choses. Enfin, si vous voulez avoir du Central ou du Minpont, notamment à l'oral, ils peuvent vous embêter avec ça, vu qu'ils seront derrière vous, ils pourront vous guider. Il faut savoir faire ce genre de choses. Donc, je vous donne une fonction, une matrice, une fonction, une matrice qui dépend d'un paramètre t. Si vous voulez un exemple, je vous donne m de t, ce serait, bah tiens, vous en connaissez celle-là, si je fais cos t, sinus t, moins sinus t, cos t. C'est une matrice de rotation. Voilà ce que c'est qu'une matrice qui dépend d'un paramètre t. Et maintenant, je veux le voir comme une fonction de la variable t. Clairement, coordonnée par coordonnée, dans mon exemple, par exemple, cette fonction, toutes ses coordonnées seraient C1. Donc, ma matrice devient une fonction de classe C1. Et je vais poser phi, c'est ce qui me calcule m fois m transposé. Je veux montrer que la fonction phi est dérivable sur R et je veux calculer phi prime de t. Comment je vais faire? Égé? L'expression transposée coordonnée, serait AIK t fois AK de t. Je comprends pas ce que tu veux me dire avec ta IK. Non, mais je comprends pas ta IK. Ah, ok, on repasse par les coordonnées, coordonnées par coordonnées. Ouais, on peut l'écrire, j'y avais pas pensé. Je vais vous le montrer autrement après. Rappelez-moi que je dois vous le montrer autrement, mais j'y avais pas pensé, donc ça m'intéresse de le faire comme ça si vous réfléchissez comme ça. Oui. Je vais d'abord dire que m de t transposé, oui, clairement, c'est la somme pour k égale 1 à n des mik de t. Alors, je vais l'écrire m transposé indice kj de t. Ça fait donc la somme pour k égale 1 jusqu'à n des mik de t, mjk de t. Et maintenant, tout ça, c'est des réels, hein. Enfin, à toute étape, ceci, j'ai oublié de mettre d'indice ij. Tout ça, c'est des réels. Et oui, j'y avais pas pensé, mais je peux aller dériver chacune de ces coordonnées. Attendez, hop, je remets et je vais peut-être changer avec le rouge qui tâche. Mais je peux aller dériver. Je vais poser du coup la fonction gij de t, qui est la somme pour k égale 1 à n des mik de t, mjk de t. Bah clairement, je peux dire que pour tout ij appartenant à un n, gij est de classe C1 sur R comme somme et produit de fonctions de classe C1. Et je vais pouvoir calculer gij' de t.
Bah, la dérivée, c'est linéaire, donc ça va me faire la somme de mes dérivés. Et maintenant, je dois juste dériver le produit MIK, MJK. Donc en fait, ça me fait du MIK prime de T fois MJK de T plus MIK de T, M prime JK de T. Mais maintenant, je vais vous demander au sens que ça. Alors ça, c'est une partie importante. Si vous réfléchissez comme ça, souvent un défaut d'étudiant, quand vous réfléchissez comme ça vous simplifie tous les calculs. Et là, vous vous arrêtez en disant, bah, j'ai fini. Alors, oui, vous avez fini, j'ai pas de contraire à vous dire, mais le but, c'était de dériver la fonction enfin, sans les coordonnées, je sais pas comment dire. Donc la question, c'est est-ce que vous pouvez revenir aux coordonnées? Bah, en gros, c'est quoi ce calcul? Je vais vous le dire, je vais vous le réécrire comme ça. Ceci, je peux le voir comme ça. Et ça, comment vous pouvez le revoir? Axel? On va transposer, MJK, ça va inverser, et donc on va faire c'est le produit, donc ça va être une forme du produit, et Ouais. on va faire la même chose de côté. En fait, ça, c'est MIK', c'est la somme des MIK' de T, fois, je vais l'écrire comme ça, M transposé KJ de T. Donc ça, en fait, donc cette première somme, en fait, c'est ni plus ni moins que M' de T fois M transposé de T, pris en l'indice IJ. Et la deuxième, ça va être la même chose. La deuxième, je vais pouvoir la voir, je vais un peu plus vite, mais la deuxième, je vais pouvoir la voir comme M de T fois M transposé prime de T, indice IJ. Du coup, comme ça, c'est valable quel que soit l'indice IJ que j'ai fait. Donc, j'ai prouvé que phi prime de T, c'est M prime de T fois M transposé de T plus M de T fois M transposé prime de T. Et en fait, je vais pas faire ma deuxième méthode parce que je pense qu'avec l'expression que je viens de vous écrire, est-ce que vous avez compris c'était quoi ma deuxième méthode? Ou non? Bon bah si, va falloir que je l'écrive, Daouda. Ah même pas, alors comme pour dire pour dire que phi est dérivable, alors j'ai pas précisé, donc chacune des fonctions j, je peux dire que, je vais le préciser ici, il manque une ligne ici, je suis d'accord avec toi, mais il faut juste dire phi dérivable, car chacune de ces coordonnées, vu que j'ai calculé tous les gi' de ces coordonnées, est dérivable. Ben, je vais revenir, hein, moi, enfin si vous voyez pas mon autre méthode, qui refait la même chose, hein, je vais pas refaire le calcul, mais je vais vous expliquer comment on pouvait aller plus vite sur ce calcul, mais ta méthode me va très bien, Ege, du moment que tu arrives, mais du moment que tu arrives à refaire la fin. C'est-à-dire que vous arrivez à identifier le fait que ces sommes, ça va donner ce terme-là. La deuxième méthode, c'était juste de dire que phi de t, c'était la composée d'une application bilinéaire B avec m de t, où en fait mon application bilinéaire de M1, M2, entre guillemets, bah, c'est l'application M1 fois M2 transposé. Et si j'applique ça à mon application bilinéaire, je vous assure que ça fait exactement ce que je vous ai écrit comme formule directement, en fait. C'est la formule de tout à l'heure. Ok. Donc on a fait cette question 1.
L'idée de passer coordonnée par coordonnée, très bonne idée du moment que vous arrivez à revenir au cas général derrière et à comprendre ce que vous avez fait coordonnée par coordonnée. Mais si ça vous va de travailler coordonnée par coordonnée, c'est logique, et ça me va comme logique. Mais ici, on pouvait le voir aussi comme une combinaison linéaire. Alors, est-ce que j'avais autre chose? Oui. Il y a une troisième méthode. C'est pas la meilleure de tous les temps, mais j'ai une troisième méthode. Scalaire. C'est-à-dire? On se ramène à un produit scalaire. Ah! Oh! Attends, pourquoi ça marche pas? On va faire M1 et M1 transposé, M2 transposé ici. J'y avais pas pensé, mais oui. Alors attends. C'est-à-dire que tu vois phi de t. Ah ouais, mais attends. Je comprends pourquoi ça marche pas. En fait, c'est du produit. Ça renvoie pas un scalaire, donc c'est du produit scalaire coordonné par coordonnée. On peut voir ça comme un produit scalaire, mais coordonné par coordonnée. Donc ça revient à la méthode de Hege en fait. Enfin, tu gagnes pas, tu gagnes pas grand-chose à passer comme ça. Non, quelqu'un l'a dit. On revient à la définition. Ah ouais, c'est pas la définition même. Moi j'aurais fait ça. Alors, je dis pas que ça a marché, je dis pas que c'est beau. Mais on aurait pu faire ça en méthode 3. Je calcule ce que c'est que phi de t plus h moins phi de t. Ce qui me revient à me faire du m de t plus h fois m de t plus h transposé moins m de t fois m de t transposé. Et maintenant, cette horreur, je sais que je peux l'écrire m de t plus h fois m' de t plus h fois epsilon de t avec epsilon de t qui tend vers 0. Et je fais pareil pour le deuxième côté, et je développe tout. Et je regarde ce qui est en h. Ça marche. Hein. Je vais pas mener les calculs jusqu'au bout, mais en gros, j'écris le développement limité. Et si j'écris le développement limité, je vous assure, c'est un peu lourd vu qu'il y a la triple parenthèse à développer à chaque fois, mais si vous développez ou vous simplifiez, je vous assure que vous retombez sur exactement la même dérivée. Cette troisième méthode marche. Alors, voilà. Oui, Julien. Du coup, si on enlève la partie epsilon, c'est une notation tangente. Et quand l'epsilon, il enchante l'epsilon 0, c'est une notation tangente. Ouais, mais là, tu as des vecteurs. Enfin, tu as une tangente selon chaque coordonnée, en gros, si tu veux. Je suis d'accord. Tu as une droite selon chaque coordonnée. Donc ça te donne, j'exagère, mais un faisceau de droite dans l'espace total. Quoi. Euh, Bon, voilà pour cette question 1. On a vu plein de méthodes. Je remonte au niveau des questions pour continuer. Alors, hop, on suppose qu'on est dans R et que M de T est une matrice de ON de R. Montrer que M' M de T transposé est dans AN. Bon, c'est vraiment pas méchant. Encore une fois, c'est le genre de question où je me dis, enfin, est-ce que vous connaissez votre cours et est-ce que vous savez ce que vous allez dire? Première chose, c'est quoi une matrice de ON de R? Axel. C'est plus M fois M de T, bien. Ok, M fois M de T. M fois M de T? Ouais, M transposé. Ok, M de T, M est égal à IN. Ok. Comment je vais montrer que cette matrice-là, elle est dans AN? Ouais, on va montrer que... Enfin, si celle-là, je l'appelle... Je réécris juste si celle-là, je l'appelle A. Je dois juste montrer que A transposé, ça fait... Moi? Ouais.
Bah, si vous savez ça, vous avez gagné l'exo. Ok. On suppose que pour tout t, m de t, c'est dans ON de R. Comment vous allez utiliser cette information dans le cadre de cet exo qui dérive la fonction phi? C'est juste, maintenant, il nous manque plus qu'un seul argument. On a fini l'exo. Julien? Alors, je vais vous le réécrire autrement. Ça, le dire que m de... Alors, je vais l'écrire proprement pour faire une vraie preuve. M de t appartient à ON de R, équivalent à M de t fois M de t transposé est égal à IN. Ceci, c'est la définition de l'application phi. Donc ça me dit que phi de M de t est égal à IN. Comment je me sers de cette information-là d'un point de vue dérivabilité? Ryan? Exactement. Le membre de droite, c'est une constante. La dérivée coordonnée par coordonnée, la matrice IN, c'est que des constantes, ça ne dépend pas de t. Si je dérive toutes ces coordonnées, ça va faire 0. La dérivée de ça va faire 0. Donc, phi de 1, ça implique, je suis où? Je suis là, que phi prime de t est égal, alors attention, c'est égal à la matrice nulle de Mn de R. Ce qui est équivalent, et c'est pour ça que j'avais besoin que vous trouviez la valeur de la dérivée, je remonte là-haut, ce qui est équivalent à l'expression de la dérivée à ce que M' de t fois M de t transposé plus M de t fois M de t prime est égal à 0. Donc ce qui est équivalent à écrire que M' transposé M de t transposé est égal à moins M de t prime de t. Alors, la dernière chose qu'on a à faire et à dire et à vérifier, c'est juste, il faut qu'on transpose ça pour comprendre. Or, c'est quoi la transposée de cette horreur? Pourquoi je mets une barre? Parce que transposer, ça veut dire conjuguer, mais vous le savez pas, c'est pas grave. Axel? M de t fois M' de t transposé. Fois M' de t, le tout transposé. Oui. Là, je viens juste d'appliquer que AB, le tout transposé, ça fait T de B. Ok. Et j'ai quasiment gagné. C'est-à-dire que, attention, dans l'égalité que j'ai là-haut, je voudrais obtenir cette matrice-là ici. Sauf qu'ici, j'ai du MT, MT', et ici, j'ai du MT, M'T. Non, faut juste penser à dire un truc, mais c'est les mêmes termes ou pas, ces deux termes-là? Non, le moins, il vient pour l'antisymétrie. Je veux juste l'égalité de ce que j'ai souligné en rouge. C'est la même chose ou c'est pas la même chose? Égé? Oui, parce que l'application transposée est une application linéaire. Transposer M, c'est linéaire. Du coup, parce que la transposée est linéaire, ceci, c'est égal. Parce que l'application qui a A associe A transposé est linéaire. Ça me dit que ça fait M de t fois M de t prime de t. Et donc ceci ici, donc maintenant que j'ai ça, je peux remonter que ceci, c'est moins M, je fais le calcul dans l'autre sens, entre guillemets, c'est moins ça, t. Et je peux conclure que donc,
M' de t, M de t, et dans AN de R. Ceci est vraiment une très bonne deuxième question d'oral, juste pour vous faire paniquer, vous faire dire est-ce que vous savez votre cours ou est-ce que vous savez pas votre cours, quoi. Est-ce que vous savez qu'on va caractériser c'est quoi être dans N? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire être dans ON? Est-ce que vous savez, est-ce que vous faites le lien avec la question d'avant et la fonction phi? Est-ce que, une fois que vous avez fait le lien avec la fonction phi, est-ce que vous êtes capable de dire que si la fonction phi fait IN, sa dérivée fait 0? Voilà, c'est... Est-ce que ça va pour cet exercice un tout petit peu théorique? Ok. On reviendra sur l'autre qui est juste après, derrière. Je préfère avancer sur le cours. Parce que comme je vous l'ai dit, je vais aller vite sur le cours. Je veux qu'on fasse des équadifs, des équadifs, des équadifs. Et là, pour le moment, on n'a pas encore fait une seule équadif. Et on n'est pas là d'en parler encore. J'ai plein de cours à vous montrer. Donc, avançons sur le cours. Maintenant qu'on a parlé de dérivabilité, j'ai envie de parler de primitive. Et avant de parler de primitive, je vais parler de fonction continue par morceau. Bon, on a déjà dit ce que c'était qu'une fonction continue dans un espace vectoriel. Bah, je vous assure, une fonction est continue par morceau pour exactement les mêmes raisons que dans les réels. C'est-à-dire que si on parle de fonction continue par morceau sur un segment AB, on doit prendre une subdivision de ce segment si elle est continue sur chacun des ouverts et qu'elle a une limite à chacun des bords. C'est ce que j'ai mis. Chaque fonction ouverte peut être prolongée par continuité en une fonction continue sur le segment. Bah, si on a ça à chaque fois, c'est une fonction continue par morceau. Et si elle est continue par morceau sur un intervalle, si elle est continue par morceau sur chaque segment de l'intervalle. C'est juste ça. Et de toute façon, ça ne change rien, encore une fois, à ce qu'on a dans R, parce que la continuité par morceau, c'est la continuité coordonnée par coordonnée. Donc on peut créer des fonctions continues par morceau vectorielles, c'est des fonctions où chaque morceau est continu par morceau, c'est tout, enfin chaque coordonnée. Du coup, je peux définir l'intégrale de f. Alors il y a quand même une subtilité que j'ai mis en gras et que je vous ai mis dans la preuve. Je vous assure que c'est vos formules de changement de base qui font marcher les choses. Mais en gros, comment je peux définir l'intégrale d'une fonction continue par morceau? Bah, je le fais pas. Je sais pas définir l'intégrale d'un vecteur. Par contre, je sais définir l'intégrale d'un réel. Donc si je sais que, encore une fois, la matrice dans une certaine base B de f de t, c'est les vecteurs f1 de t jusqu'à fn de t, je peux définir que ce que je vais appeler l'intégrale de a à b de f de t dt, je veux dire que ceci, c'est un certain vecteur que j'appelle x, et ce vecteur x, je le calcule en disant sa matrice à ce vecteur x dans la base B, bah c'est juste l'intégrale de a à b de f1, qui a du sens parfaitement, jusqu'à l'intégrale de a à b de fn de t. C'est-à-dire comment je fais pour calculer l'intégrale des vecteurs, je ne sais pas faire. Je dis ce vecteur a des coordonnées, chacune des coordonnées j'en calcule l'intégrale, ça me donne un vecteur coordonné qui crée un vecteur dans l'espace E. Et c'est ça le vecteur intégral. Oui, Axel. Et si, là, on est dans tout chapitre, on est en dimension finie. Oui. Si on est en dimension infinie, mais dénombrable, est-ce que c'est. Enfin, je sais pas moi, R couché X. Est-ce que ça peut faire des choses? Je veux pas te dire de bêtises, mais je pense pas. Je pense pas, enfin ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Enfin, ne serait-ce que ça, justement. Alors, je vous le dis, ce qui est très bizarre, c'est que, regardez ce que je vous dis. Je vous dis, pour calculer l'intégrale, je vais me mettre dans une base, je vais faire des calculs dans la base, et je vais dire, hop, je retombe sur un vecteur x. La question, c'est, est-ce que la valeur ne dépend pas de la base choisie?
Alors, je vous laisse voir la preuve. La preuve, je l'ai écrite, on va pas y passer 2 heures. C'est juste vos formules de changement de base qui assurent que ça dépend pas de la base choisie. Comme quoi, les formules de changement de base sont bien faites. Et justement, rien qu'avec ça, je me dis en dimension infinie, j'ai plus mes formules de changement de base. Enfin, ça marche plus. Donc, comment je fais je suis pas sûr. Du coup, puisque je la construis coordonnée par coordonnée, bah, elle a les mêmes propriétés que ce que vous connaissez, cette nouvelle intégrale. Enfin, il n'y a rien qui change. Il faut juste faire gaffe que c'est des vecteurs qu'on manipule, mais on a que l'intégrale de a de f, puisque chacune des coordonnées va faire 0, ça fait 0. On peut dire que l'intégrale de a à b de f, c'est moins l'intégrale de b à de f, parce qu'on le fait coordonnée par coordonnée. Et on peut faire la relation de Chasles, parce qu'on va le faire coordonnée par coordonnée. On peut même faire des sommes de Riemann, parce qu'on va les faire coordonnée par coordonnée. Non, mais tout ce chapitre, ce n'est que dire vous savez faire dans R et je généralise en mettant plein de R à la suite. L'intégrale est linéaire. Vous avez la linéarité de l'intégrale, mais là on le généralise encore, c'est le but de ce chapitre. Si je prends L, une application linéaire, calculer l'intégrale de l'application linéaire mise sur F, c'est calculer l'application linéaire au niveau de l'intégrale. Donc c'est la linéarité de l'intégrale, mais écrit en version plus compliquée. Je vous l'ai écrit, ça se joue juste par linéarité, enfin il n'y a rien de très méchant. On a l'inégalité triangulaire sur les intégrales, parce que je vais faire l'inégalité triangulaire coordonnée par coordonnée, dans les réels. Et que du coup, je vais pouvoir le faire avec la norme infinie, par exemple. Alors, c'est intéressant d'en parler de ça. J'avance encore sur le cours. Oups, j'espère que j'ai à peu près bien encadré ce que je veux. Tous vos théorèmes d'analyse de première année sont encore valables. Donc je vais vite encore une fois, mais c'est parce que c'est la même chose. Qu'est-ce que je vais appeler une primitive de mes fonctions? C'est la même définition que dans R. G va être une primitive de f si et seulement si G' vaut f. J'ai mon théorème fondamental de l'analyse. Si f est une fonction continue de i dans E et si 1 est un point de i, GA c'est l'unique primitive de f qui s'annule en A. Et si G est une primitive de f, l'intégrale de A à t de f de x dx, c'est g de t moins g de a. C'est votre théorème fondamental de l'analyse qui marche. Et c'est juste, encore une fois, la preuve, elle tient une ligne. Je fais du théorème fondamental de l'analyse coordonnée par coordonnée. Je peux donc faire mon théorème fondamental de l'analyse, enfin celui que je vous fais à chaque fois, comment on fait pour dériver derrière ces fonctions-là. On retombe sur la fonction f, il n'y a rien de très méchant. Il est mal passé, mais vous avez le théorème des... Alors, vous avez l'inégalité des accroissements finis. Alors, c'est important parce que là, on peut montrer ce qui ne va pas marcher ou ce qui ne va pas marcher. C'est-à-dire que si une fonction... Alors, j'ai repris les mêmes défis, les mêmes hypothèses que dans le théorème réel. Je vais le réécrire parce que c'est mal passé. Hop. Si je prends une fonction qui est continue sur un intervalle, vous aviez sur un AB fermé normalement, mais en fait on n'est pas obligé d'ouvrir en A, fermer en A, on fait ce qu'on veut. Et si f est C1 sur l'intérieur, c'est-à-dire, attention, on est bien sur les intervalles, donc là par contre maintenant clairement l'intérieur ce serait un truc en AB ouvert, mais c'est juste qu'au début on peut maintenant ouvrir, fermer au bord, ça change pas grand-chose. Et si je sais contrôler la norme du vecteur dérivé, alors je sais que pour tout xy dans I, la norme de f de x moins f de y est plus petit que m fois xy. En particulier, votre application, elle est m lipschitzienne.
C'est le théorème fondamental de l'analyse qui fait la preuve. C'est juste que f de y moins f de x, c'est l'intégrale de x à y de f' de t dt, et après j'applique l'inégalité triangulaire. C'est ça notre preuve. Il n'y a rien de plus que ça. Ce qui est plus important, c'est pourquoi il n'y a pas d'égalité des accroissements finis, et c'est vraiment la grosse différence avec ces théorèmes. Il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de théorème des valeurs intermédiaires. Il n'y a pas ce genre de choses pour un truc tout bête. Imaginez, et j'ai le droit de le faire, encore une fois, je dis que ma matrice dans ma base B de ma fonction f de t, c'est mes coordonnées f1 de t jusqu'à fn de t. Et je veux par exemple appliquer le théorème des accroissements finis par rapport à 0. C'est-à-dire que maintenant je vais aller calculer ce que c'est que f1 de t moins f1 de 0, et je vais aller jusqu'à fn de t moins fn de 0. Si vous utilisez à chaque fois l'égalité des accroissements finis, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'il existe un C1, ici, qui appartient à l'intervalle 0t, tel que ça, c'est f'1 de C1 fois t. Et là, je vais avoir un f'2 de C2 de t. Et là, je vais avoir un f'n de Cn de t. J'ai parfaitement le droit de l'écrire, ça. Par contre, d'un point de vue vectoriel, ceci, ce n'est pas un f' de C. Parce qu'à aucun moment, j'ai pris le même point. J'ai pris des points différents à chaque fois. Vu que j'ai qu'une existante et je ne sais pas où il est, ce point. Donc, ce n'est pas le même C que je prends sur chacune de mes coordonnées. Donc du coup, je ne peux pas écrire l'égalité d'un point de vue vectoriel sans passer par les coordonnées. Donc c'est pour ça qu'on ne vous écrit pas l'égalité des accroissements finis. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de théorème des valeurs intermédiaires. Parce que vous, dans chacune des coordonnées, vous savez que vous allez passer à travers, mais vous n'êtes pas forcément au même point C pour chacune de vos coordonnées. Ce qui veut d'ailleurs dire, c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, regardez, je vous le rappelle, mais si j'ai une fonction dans R2 qui est continue, si je veux aller de là à là, c'est un peu la même idée en vous disant les coordonnées ne sont pas les mêmes. Je ne suis pas obligé de passer au milieu. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de passer comme ça pour aller de là à là. Donc, ce n'est pas forcément au même moment que les deux coordonnées vont être nulles. Je peux choisir de faire ça et c'est celle-là qui est nulle, puis celle-là qui est nulle. Ou je peux choisir de faire ça, et puis de faire ça, et puis de faire ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Pardon ? Mais même les deux vont être nuls à un moment donné. Je peux pas, parce que sur chacune des deux coordonnées, je peux appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Mais il n'y a rien qui m'assure que ça va être au même point C dans l'intervalle 0t où ça va se produire. Il n'y a que quand je prends ma ligne droite, que je passe par l'origine que ça arrive. Oui. Ouais, avec un truc pareil, ça irait mieux, ouais. Ouais, il faudrait vraiment encadrer. C'est-à-dire que si une coordonnée est petite et que l'autre est petite, on peut arriver à faire des trucs là. Mais oui, il faudra avoir quelque chose comme ça. Il faudra avoir une symétrie sur toutes les directions, en fait. Plutôt qu'une convergence uniforme. Bon, on n'a pas encore fait des quadifs, mais est-ce que vous avez compris le gros leitmotiv de ce chapitre qui n'est pas très très compliqué ? On fait tout coordonnée par coordonnée et tout marche. Je vous assure que c'est pas plus compliqué que ça. Sauf l'égalité des accroissements finis que je viens de montrer, mais je vais vous expliquer pourquoi. Elle marche en fait, mais ça fait pas une égalité vectorielle.